et sa beauté éternelle, bénissez le Togo et de ses enfants les conducteurs. Togolais fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo, et célébrer sa beauté. Forêt, mon site enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sol merveilleux, prodigue répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux. La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. L'actualité, ce mardi, la plénière à l'Assemblée nationale, les députés ont approuvé à l'unanimité les observations de la Cour constitutionnelle sur la loi organique de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. La deuxième revue programme de facilité élargie de crédit. Le FMI se dit satisfait, les résultats sont bons pour le Togo. Déclaration ce matin de la mission de l'institution qui séjourne à Lomé depuis le 27 mars. La HAC et les organisations professionnelles des journalistes et des correspondants de la presse étrangère rencontrent ce mardi, échangent notamment sur les modifications du code, les propositions de modification de code de la presse et de la communication ainsi que la loi organique. Et puis le top départ à Dapon ce mardi du 27e Tour cycliste international du Togo. La course est marquée par un critérium à Dapon dans la ville, remporté par le Burkinabé Abdul Aziz Nikiema. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. Direction d'abord Porto Novo, Bénin, palais des gouverneurs, siège de l'Assemblée nationale. Et c'est là que s'est ouverte hier la première session ordinaire de l'année du Parlement béninois. Une
cérémonie solennelle à laquelle a pris part une délégation parlementaire togolaise. Elle était conduite par le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani. Le compte rendu de Delabou. Cette session, qui s'ouvre à un an des prochaines élections législatives au Bénin, est considérée par les députés béninois comme spéciale. Elle sera consacrée à une cinquantaine de dossiers qui, d'après le président du Parlement béninois, Adrien Humbedi, engagent l'avenir de la démocratie béninoise. Il s'agit notamment de la réforme du système partisan, le code électoral, le code pénal, etc. Faisant le bilan de la législature en cours, Adrien Humbedi estime qu'elle est l'une des plus performantes au Bénin. Il a appelé ses collègues députés à maintenir le cap afin de donner à l'Assemblée nationale béninoise l'image qui sied à une démocratie apaisée et enviée. Il est normal dans la démocratie que dans un parlement, les gens soutiennent le gouvernement et prennent faire des causes pour lui, tout comme il est normal que les autres, ceux de l'opposition, critiquent, dénoncent, fassent des contre-propositions. Il n'y a aucune ignominie, aucune honte à être dans un camp ou dans l'autre. Et dans le Parlement, tout peut se dire, tout, sauf à respecter l'autre, sauf à respecter les institutions, sauf à éviter que les injures ne fusent, que les coups de poing ne pleuvent, ou que les chaises ne voltigent. 3 délégations parlementaires étrangères venues du Burkina Faso, du Niger et du Togo ont fait le déplacement de Porto Novo pour apporter leur soutien et témoigner leur amitié à leurs collègues députés béninois. Dans un message de circonstance, le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, s'est félicité de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les parlements béninois et togolais et aussi entre les peuples des deux pays. Nous sommes heureux de constater que les années qui passent, malgré les aléas politiques, loin d'altérer les relations entre Bénin et le Togo, les confortent et les renforcent, comme c'est le cas maintenant, sous l'impulsion de leurs excellences Patrice Talon et Fort Sozina Yassingbe. Abordant la coopération parlementaire, Dama Dramani a fait certaines propositions afin d'en finir avec les discours sans lendemain ou suivis de peu d'effets. Je voudrais profiter justement de l'opportunité que vous m'offrez pour revenir sur les propositions que j'avais faites à cette tribune même au sujet des échanges interparlementaires sur le continent africain. Je me félicitais des avancées enregistrées grâce à l'action des regroupements interparlementaires sous-régionaux sur le continent. Le Parlement de la CEDEAO, le Parlement de la SADC, le Parlement de la CAC, le Parlement panafricain, l'Union parlementaire africaine, etc. Cependant, un bilan objectif nous oblige à reconnaître que beaucoup reste encore à faire en raison des nombreux écueils qui continuent de freiner notre élan commun vers une véritable intégration de nos peuples et pays respectifs. J'avais suggéré que nous réinventions ou dépoussiérions notre coopération parlementaire afin que celle-ci serve à faire tomber les digues des hésitations, les murs des forteresses de repli sur soi, afin que nous puissions donner et recevoir les uns des autres, ouvrant ainsi des signaux d'une coopération plus dynamique et plus fructueuse pour nos États. Nous devrions rompre avec les discours sans lendemain et donner un contenu plus concret à notre volonté commune de cheminer ensemble, main dans la main, vers un avenir commun pour la paix, la sécurité, la prospérité, le
bonheur partagé, le développement ne sont plus des idéaux inaccessibles pour nos peuples respectifs. Nos parlements, institutions de législation et de contrôle de l'action du gouvernement respectifs devraient servir davantage d'instruments de rapprochement et de consolidation des liens d'amitié et de coopération entre nos peuples. Il faudrait les amener à servir de catalyseur à l'avènement de notre idéal commun, à savoir l'intégration des peuples. À ce sujet, en ce qui nous concerne en Afrique de l'Ouest, je souhaite une réactivation de la conférence des présidents de l'Assemblée de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas où. L'Assemblée nationale du Bénin en est à sa 7e législature. Elle compte 83 députés répartis dans 7 groupes parlementaires et qui animent 5 commissions permanentes. Et sur place à Lomé, ce matin en plénière, les députés ont examiné les observations de la Cour constitutionnelle sur la loi organique relative à la composition, à l'organisation de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, et c'est à l'unanimité que les observations ont été approuvées. Pierre Soussoupan. À l'ouverture de la séance plénière, c'est à la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Ibrahima Mimounatou, qu'il revient de contextualiser la discussion législative. Elle porte sur l'examen des observations de la Cour constitutionnelle sur la loi organique relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Loi votée le 5 octobre 2017 et qui se trouve être insuffisante pour le bon fonctionnement de l'institution. La discussion législative de ce jour est un exercice particulier qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article 104 de la Constitution. Il vous souvient que le 5 octobre 2017, nous avions adopté la loi organique relative à la composition, à l'organisation et aux attributions de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. En tant que loi organique, le président de la République avait l'obligation constitutionnelle de soumettre avant promulgation cette loi au contrôle de conformité à la Constitution. La Cour constitutionnelle, en sa qualité de juge de la constitutionnalité des lois, a décidé que la loi organique votée le 5 octobre 2017 n'était pas totalement conforme à la Constitution, en commençant par l'intitulé de cette loi. La Cour a indiqué les dispositions qui doivent être mises en conformité avec la Constitution. Elle a également décidé que la loi organique doit conférer la plénitude de la procédure de désignation des membres de la CNDH à l'Assemblée nationale. Chers collègues, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. Nous avons donc l'obligation de nous conformer à la décision de la Cour à travers les aménagements des dispositions déclarées non conformes à la Constitution. La commission spéciale compétente a fait des propositions qu'elle va soumettre à notre délibération. Il ne s'agit donc pas de reprendre toute la loi, mais de se prononcer uniquement sur les nouvelles formulations proposées par la commission spéciale. Les députés, à l'unanimité, ont accordé leur voix
pour l'adoption du texte soumis par la Commission. Le secrétaire d'État aux droits de l'homme s'est réjoui de leur acte qui devra renforcer les prérogatives de l'institution. Avec l'adoption de cette loi, nous allons renforcer encore la promotion et la protection des droits de l'homme dans notre pays. Nous le savons tous, le Togo, en matière de droits de l'homme, a beaucoup fait des efforts, a beaucoup avancé dans ce domaine. Et comme en matière de droits de l'homme, c'est un travail de longue haleine, le gouvernement va poursuivre ses efforts dans ce sens. Et en adoptant cette loi, le mécanisme de prévention pour la torture sera sous peu mis en place. C'est un gage pour le gouvernement de poursuivre ses efforts dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Le présent examen a donc permis aux députés de prendre en compte les dites observations en vue de rendre conforme la loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement de la CNDH. Autre sujet évoqué, la gestion des finances État 2017. Ça concerne notamment les réformes engagées au sein des différents ministères. L'exercice donc ce mardi est bien, c'est d'évaluer, de jauger la performance de ces réformes. Les précisions Sandra Diagbe, Carmen Madji, à Capo. Représentants des départements ministériels, des organisations de la société civile, des syndicats, universitaires et partenaires techniques et financiers évaluent la performance des réformes entreprises dans les différents ministères et institutions à fin décembre 2017. Les analyses démontrent qu'à fin 2017, grâce à la gestion axée sur les résultats, le Togo a pu améliorer la gouvernance quotidienne des affaires publiques et privées pour mieux servir l'intérêt général. Cette revue va permettre de faire le point des résultats de la performance ministère par ministère. Vous savez que le gouvernement a décidé que désormais les réformes se fassent ministère par ministère qui seront évaluées. Et cette évaluation va se faire sur la base des performances. Et ces performances, c'est les mesures par des indicateurs qui sont prévus dans le cadre du budget programme. Mais pour le moment, comme on n'est pas au budget programme, nous utilisons la méthodologie des budgets programmes pour l'appliquer au budget moyen qu'on utilise aujourd'hui. Et donc cette revue va permettre de dire est-ce qu'on a été performant, efficace ou pas. La satisfaction des citoyens reste désormais au premier plan de l'action du gouvernement. Selon le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, représentant son collègue de l'économie et des finances, il s'agit d'une approche de gestion mettant la valeur des biens et services offerts aux citoyens en priorité. Je voudrais saluer les efforts réalisés par tous les ministères et institutions de l'État à travers l'élaboration de leur budget programme qui n'attendent que l'adoption des derniers textes pour leur mise en œuvre en vue de se conformer au cadre harmonisé de la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA. Ainsi, le budget programme, qui est l'un des outils de la gestion axée sur les résultats, constitue la première étape d'un processus visant à développer une culture de la performance. Désormais, la reddition des comptes de l'État sera complétée par des rapports annuels de performance contenant
une évaluation de l'efficacité et de l'efficience de la gestion des affaires publiques. Un nouveau plan d'action de la réforme de la gestion des finances publiques a été élaboré sur la période 2017 à 2021. Sa mise en œuvre permettra au Togo de disposer d'un cadre juridique normalisé conforme tant aux standards internationaux qu'aux normes communautaires répondant aux objectifs de la bonne gouvernance. Et justement, pour la gestion budgétaire 2017, le FMI se dit satisfait. Les résultats sont bons. Déclaration ce matin d'une mission de l'institution qui séjourne au Togo depuis le 27 mars dernier. Une mission d'évaluation de la deuxième revue du programme soutenu par une facilité élargie de crédit. Les explications en conférence de presse ce matin, le compte rendu Augustin Cossi. Au terme de la deuxième revue semestrielle du Fonds monétaire international sur le programme soutenu par une facilité élargie de crédit, la gestion budgétaire de l'année 2017 s'est traduite par une nette amélioration par rapport à 2016. Et ceci grâce à la maîtrise des dépenses. Le niveau d'endettement est passé de 82% à 77%. Le solde primaire intérieur s'est amélioré, passant ainsi d'un déficit d'environ 4% du PIB en 2016 à un excédent de 1% en 2017. Grâce aux différentes réformes amorcées en matière d'assainissement budgétaire, l'inflation est restée modérée, se situant à moins 0,4%. La mission d'évaluation du FMI a aussi noté un ralentissement de l'activité économique au second semestre de 2017, dû essentiellement à la situation socio-politique que traverse le pays. Nous apprécions et nous félicitons les autorités pour l'appropriation de ce programme au plus haut niveau de son Excellence le Président de la République, mais également à tous les niveaux du gouvernement. Nous étions arrivés à la conclusion que la balance commerciale s'est améliorée. Ceci est essentiellement dû à la diminution des importations liées aux investissements publics. Le ratio entre le stock de la dette publique au PIB a continué à diminuer jusqu'à décembre 2017. Et nous pensons que c'est une très bonne chose en termes d'amélioration de la situation budgétaire. L'inflation se situe aux alentours de 0% ces quelques derniers mois. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'augmentation de prix. Nous avons discuté avec plusieurs acteurs dans le secteur privé, les grandes entreprises, mais également les petites et moyennes entreprises. Et nous étions arrivés à cette conclusion que au deuxième semestre de l'année 2017, les activités économiques se sont affaiblies. Étant donné que les activités économiques ralentissent, et de par là, les recettes qui viennent à l'État également ralentissent. Nous avons discuté avec l'OTR des mesures qui peuvent aider à augmenter les recettes dans le futur. Le programme consiste à améliorer efficacement la gestion des dépenses publiques et à stabiliser le cadre macroéconomique. Selon le ministre de l'économie, tout a été fait dans la transparence. Les conclusions ont tenu compte non seulement des indicateurs de gestion budgétaire, mais aussi des mesures de réforme structurelle en lien avec l'administration fiscale et l'amélioration du climat des affaires. L'esprit dans lequel cette mission s'est déroulée, un esprit de collaboration mutuelle, un esprit d'ouverture, un esprit de compréhension mutuelle, mais
surtout un esprit de transparence. Le gouvernement s'est engagé résolument sous les hautes instructions du président de la République à poursuivre l'assainissement des finances publiques. La mission du FMI de façon générale, c'est de veiller à la stabilité macroéconomique mondiale. Et donc, nous y travaillons, nous sommes un maillon de cette stabilité et nous y travaillons. La norme de l'UMOA à laquelle on a souvent comparé notre niveau d'endettement qui était de 82% n'est pas, c'est pas les mêmes bases de calcul. Quand on prend le taux du FMI, on ne peut pas le comparer au taux de l'UMOA. À la fin décembre, sans les sociétés d'État, si on doit comparer au niveau de l'UMOA, nous étions donc à 71,74%. Donc nous approchons vers, disons, la norme de l'UMOA. Le gouvernement est résolument engagé dans la mise en œuvre des réformes structurelles pour transformer en profondeur l'économie nationale pour une croissance inclusive et une croissance partagée dans le souci de la stabilité macroéconomique pour l'assainissement des finances publiques et la réduction du niveau d'endettement. Pour y arriver, un accord conjoint a été signé par les services de FMI et le gouvernement togolais sur les politiques économiques et financières qui ont conduit à la présente conclusion. Le pays tient bon et maintient le cap sur la diversification de la base fiscale et l'amélioration du climat des affaires afin de susciter des investissements privés. L'examen du programme d'action des Nations Unies sur les armes légères et de petit calibre, c'est en juin prochain à New York. Les différents États se préparent donc. 24 d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Leurs représentants sont en réunion préparatoire à Lomé depuis ce matin. Les précisions, Viviane Souvi avec Yasmine Kodir. La prolifération et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre sont des phénomènes récurrents en Afrique et dans le monde entier. Aussi, un grand nombre de pays sont affectés par les conséquences désastreuses de ces phénomènes. En vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, le Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement UNODA et ses partenaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre font l'état des lieux. C'est donc une réunion préparatoire qui permettra à ces États de voir quels sont les obstacles, les défis qui restent à relever et qui leur permettront de poser toutes ces questions, tous ces problèmes au niveau international. En 2015, la communauté internationale a adopté l'agenda 2030 qui est axé sur le développement durable. Le développement ne peut pas se faire dans un contexte de crime, dans un contexte de conflit. Donc les efforts convergent à garantir non seulement la sécurité individuelle des personnes, mais aussi garantir que le développement se fait dans un climat de paix et de sécurité durable. Ces réunions sont organisées pour permettre aux États africains d'être outillés avant de prendre part à la 3e conférence des armées du programme d'action des Nations Unies sur les armes légères et de petit calibre en juin 2018 à New York. Voilà un reportage de Viviane Souvi présenté par Ekoué et Salah.
Cette nouvelle séance de travail à la HAC ce matin, nous l'annoncions en titre, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a rencontré des organisations professionnelles, des journalistes et les correspondants de la presse étrangère. À l'occasion, il a été fait le point sur notamment les propositions de modification du Code de la presse et de la communication ainsi que la loi organique, le compte rendu de Chassim Nabaga. Autorité de l'audiovisuel et de la communication au début de l'actuelle mandature s'est engagée dans un processus de réforme des textes qui régissent le secteur de l'information et de la communication au Togo. Cette séance de travail avec les professionnels des médias a été une occasion pour l'instance de régulation de faire le point des divers chantiers ouverts. Il était de mon temps que le nouveau président prenne contact avec les partenaires de la HAC pour leur rappeler un certain nombre de chantiers. Nous avons rappelé le chantier que la HAC avait ouvert en application des décisions des États généraux, la relecture des textes fondamentaux de la communication. Ce processus suit également son cours et très prochainement des réunions croisées auront lieu entre la HAC, le ministère de la Communication, le ministère de l'Économie numérique et le secrétariat du gouvernement pour adopter les textes qui passeront en Conseil des ministres, puis après au niveau de l'Assemblée nationale, étape à laquelle les organisations professionnelles seront appelées à donner leur avis sur les textes qui seront modifiés. Il a été également question de renouvellement des autorisations. Les cahiers des charges des radios et télévisions, plus précisément les radios, rappellent que les autorisations sont de 5 ans. Il y a un certain nombre de radios dont les autorisations vont expirer en décembre prochain. Et par rapport à ces cahiers de charges, 6 mois avant décembre, les dossiers devaient être déposés à la HAC. Ce rappel a été fait. La question de la publicité est préoccupante et les dispositions en la matière ne sont pas respectées, c'est-à-dire que tout message publicitaire avant sa diffusion devrait recevoir l'avis préalable de la HAC. Ce n'est pas fait, ça a été rappelé. Nos radios sont aujourd'hui envahies par les tradithérapeutes qui font de la publicité de leur pratique. Non. La publicité des tradithérapeutes sur les radios est interdite. L'autre sujet phare abordé est relatif au traitement professionnel de l'information en cette période sensible où la classe politique est engagée dans un processus de dialogue. Un appel a été lancé au respect scrupuleux et sans réserve du code d'éthique et de déontologie des journalistes. Aujourd'hui encore, comme elle l'avait fait à la veille de l'ouverture du dialogue politique, la HAC réitère ses rappels à l'ensemble des professionnels des médias pour une application stricte des principes fondamentaux prescrits par les différents textes et codes de déontologie et d'éthique des journalistes. À cet effet, la nécessité de la vérification de toute information, quelle que soit sa source, doit demeurer le souci constant du journaliste. Je voudrais convier la presse nationale et les correspondants de la presse étrangère au Togo à rechercher de tout temps l'équilibre, la contradiction et le pluralisme des opinions dans un esprit apaisé en vue de la promotion du professionnalisme, des valeurs citoyennes, de l'unité nationale et de la paix. Cette séance de travail est la première étape d'une série de rencontres que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication organise cette semaine avec les agences de production, de publicité, les exploitants de vidéoclubs, les projectionnistes de football en direct et les médias officiels. Et noté dans la foulée ce communiqué du président de la HAC, le président de la HAC de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui convie les responsables des agences de communication, de production, de publicité et d'affiches ainsi que les exploitants de vidéoclubs et les projectionnistes de football en direct à une séance de travail demain mercredi 11 avril 2018 à 10h au siège de la HAC. Qu'avez-vous l'intention de devenir après vos études? Question aux jeunes élèves et étudiants. Aucun jeune aujourd'hui ne vous dira conducteur de train, cheminot
maintenancier de rails. Et pourtant, les besoins sont là. Le CERFER, le Centre régional de formation pour l'entretien routier, veut former en quantité et en qualité des ressources humaines pour les différents corps de métier des rails. Une rencontre régionale planche d'ailleurs depuis ce mardi sur le sujet. Les explications, les précisions de Patrice Boko. Les acteurs du chemin de fer en Afrique de l'Ouest veulent combler le vide, corriger les manquements observés dans la formation des jeunes dans leur secteur ferroviaire en pleine expansion, histoire d'améliorer l'employabilité des jeunes au métier des rails. Une politique concrète pour encourager les jeunes à avoir des formations de qualité pour pouvoir faire carrière dans le ferroviaire. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de projets de développement du rail dans la sous-région. Au même moment, il n'y a pas des employés adaptés à ça. Donc, il est important qu'on lance maintenant un vaste programme de formation de tous les métiers pour que les gens puissent trouver du travail dans le rail. Une ambition au futur cadre des rails d'avoir des profils de métiers en adéquation avec les activités de développement dans le secteur. Nous sommes là pour apporter l'appui technique nécessaire pour que les curricula qui seront donc définis reflètent justement le contenu de ces programmes d'infrastructure et que ces investissements ne soient pas des occasions gâchées pour les jeunes parce qu'ils doivent en profiter en tant qu'utilisateurs mais également en tant que participants. Une volonté des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente d'élargir la mission du CERFER en vue de le transformer en un centre d'excellence pour le métier de la route et du chemin de fer. Le projet de la boucle ferroviaire du Conseil de l'Entente fait partie des grands projets d'infrastructure ferroviaire initiés soit au niveau de la CEDEAO avec l'interconnexion sous-régionale, également un projet initié et avec l'accompagnement du gouvernement japonais. Au Togo, les grandes réalisations dans les infrastructures de transport de ces dernières années témoignent à suffisance de la volonté du gouvernement pour le projet de développement du rail sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Faure Essoz-Mna Gnassingbé, de faire du secteur des transports un véritable secteur de soutien à la croissance économique. Il y a 3 pays de l'UEMOA qui sont concernés par ce projet. Il y a le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les conclusions des travaux de cette rencontre seront présentées au ministre des Transports des pays membres du Conseil de l'Entente en vue de leur validation par le BIT. L'actualité à l'étranger et en plus bref, la Maison-Blanche frappée par une nouvelle démission. Tom Bosser, conseiller à la sécurité intérieure de Donald Trump, a décidé de quitter son poste. C'est ce qu'a annoncé ce mardi l'exécutif américain. Décision qui intervient après une cascade de départs au cours de ces dernières semaines à la Maison-Blanche. Et puis, cette première sortie publique depuis 2016 pour Bouteflika, l'événement est suffisamment rare pour être souligné. Le chef de l'État algérien a inauguré un fauteuil roulant. La mosquée Ketchoua à 81 ans d'Aziz Bouteflika est encore en route pour un 5e mandat. Cela dit, retour chez nous au Togo, retour chez nous avec l'Union générale des syndicats libres qui était face à la presse au sujet de l'actualité politique chez nous au Togo. L'UJSL demande aux protagonistes de mettre de l'eau dans leur vin pour que la paix règne dans le pays. Ce syndicat exhorte également la classe politique au dépassement des positions et principes pour un aboutissement heureux du dialogue en cours afin d'offrir un espoir au peuple togo. Les reportages de Ornelia Alagui et Honoré Bonjour.
à la crise sociopolitique qui secoue le Togo depuis le 19 août dernier, l'Union générale des syndicats libres veut jouer sa partition. En sa qualité de défenseur des droits moraux et matériels des travailleurs, l'UGCL appelle les protagonistes à un dépassement des positions afin de sortir le pays des difficultés. Les problèmes politiques ont réellement une répercussion sur les problèmes sociaux. Le message, il est simple. C'est un message d'apaisement, un message de retenue, un message qui invite les uns et les autres à éviter tous les excès préjudiciables au pays. En réponse aux inquiétudes des journalistes sur la grogne sociale, le secrétaire général adjoint de la centrale syndicale fait du dialogue, la concertation, seul moyen de parvenir à répondre aux attentes des différents acteurs. Il a par ailleurs prévenu ses camarades syndicalistes sur l'utilisation abusive du droit de grève, une arme ultime du travailleur, au risque d'en faire une arme banale aux yeux de l'employeur. Ce communiqué, pour poursuivre cette édition, communiqué du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, il nous a été donné de constater que malgré les nombreuses réunions de sensibilisation organisées depuis 2015, certaines personnes s'entêtent et défient les décisions du gouvernement en continuant la vente des terres et la construction des habitations sur le périmètre du projet de développement rural de la plaine de Djablé dans les cantons de Djablé et d'Abobo. Ce comportement incivique compromet l'atteinte de l'objectif primordial du projet basé sur le développement endogène des collectivités. Il faut rappeler que le PRDR, dont les travaux ont été lancés le 22 février 2018, est un projet intégré qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie et les revenus des populations rurales, des villages et des cantons suscités conformément aux orientations du gouvernement visant le développement et la diversification des cultures vivrières, en mettant un accent particulier sur la culture du riz avec l'aménagement de 340 hectares de terre. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche exhorte les propriétaires terriens et les populations des localités de Placomé, Akakopé, Hechi, Agbeolé, Kopé, Kodimé, Adidomé, Abolave, Ketapui, Apeliki et Nyamati, et l'EBI a arrêté la vente des terres du périmètre et a cessé immédiatement tous les travaux de construction d'habitation sur le dit périmètre. Tout contrevenant à ces dispositions s'expose à la rigueur de la loi en vigueur dans notre pays, communiqué donc du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. L'événement sportif du jour, nous l'annoncions aussi en titre tout à l'heure, le démarrage mardi du 27e Tour cycliste international du Togo, top départ avec le Critérium couru à Dapon et remporté par le Burkinabé Abdoulaziz Niekema sur la route du Tour, Claudama. Présentation sommaire des équipes engagées, vérification des vélos, dernière consigne aux coureurs, puis l'on constate le départ fictif devant la direction de Orabank. Le départ officiel, lui, sera ensuite donné par le préfet de Tone, Timbiadia Yandoukoua Douti. Les 66 coureurs se lancent pour le critérium de 10 tours de 7 km, soit une distance de 70 km à parcourir. Sur le circuit, la bataille sera serrée entre Burkinabé et Ivoiriens. Les Togolais, eux, se battent tant bien que mal. Au fur et à mesure que la course évolue, l'on assistera à des chutes sans gravité, ça et là. Plus aguerris, les Burkinabés, par le biais de Nikema Aziz, gagnent la course en 1h47 minutes 7 secondes avec une vitesse moyenne de 39,2 km/h et démarre ainsi en force cette 27e édition. Parce que l'étape a été belle,
Ça a été une distance très courte pour nous, 70 km. Je pense que on pouvait faire ce qu'on veut. Donc l'étape, le circuit était bon. Donc je pense que l'objectif c'était de gagner la première étape. Et puis le reste, on va essayer de conserver. Donc ça s'est déroulé comme ce que l'entraîneur voulait. On avait dit qu'il faut essayer de voir la première étape pour essayer de l'emporter avec quelques secondes et puis essayer d'organiser demain pour la deuxième étape. Les nôtres qui ont carrément renouvelé leur effectif cette année ont réussi le service maximum. C'est un peu difficile ce circuit fermé pour la première étape. Nous allons essayer de voir le reste des étapes pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais nous encourageons nos coureurs togolais qui sont dans le classement, ils sont dans les 20 premiers. Ils sont des jeunes équipes. Les deux équipes sont des jeunes équipes que nous allons continuer toujours par former pour qu'ils puissent aller de l'avant. Si cette 27e édition a bien pris son envol, c'est grâce aux parrains. Et sur ce tour-là, nous comptons mettre en avant le service Timoni. Surtout la sécurité du tour réside surtout au niveau de la sécurité des opérations de transfert d'argent durant tout le circuit. Nous voulons promouvoir le service, nous voulons faire en sorte que le service Timoni soit le service de transfert d'argent du tour d'Apan à Lomé. Bien évidemment, les meilleurs cyclistes sont repartis avec les maillots mis en jeu, à savoir maillot jaune Togo Sel Burkinabé Nikema Aziz, maillot Pils, maillot Orabank du premier Togolais à Akbeko Bertrand, maillot Togo Port, maillot Canal Plus, maillot Dodo Cosmétique, maillot GTA C2A IARD, maillot Napoléon, maillot FH, sans oublier les écharpes Montsavon, Soja Satom, La Poste. Deuxième étape, Sadori Kara, distance 138 km. Et la direction générale de la compagnie électrique du Togo informe son aimable clientèle que suite aux pluies et vents violents survenus dans la nuit du lundi 9 avril aux environs de 23 heures, la ligne d'évacuation d'énergie électrique en provenance de la VRA Ghana a subi des dommages ayant provoqué l'interruption de la fourniture de l'énergie dans les villes de Lomé-Thiévier et leurs environs. La reprise totale a été faite vers 1h du lendemain avec les unités de production propres de la société de Global Contour. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Dapon et dans l'automne et comme d'habitude toujours fidèlement. Très belle soirée.